Hey, salut toi. Est-ce que tu vois cette couverture de livre qui gigote? Hmm. Je pense que oui. Sinon, sache qu'il s'agit du livre d'un homme qui a fait front à une institution inique pendant près de 30 années. Et aujourd'hui, j'aimerais t'en parler. Extrait directement de ce que j'ai pu griffonner en faisant le résumé du livre d'Ernest Pardo, le politique, dans ses parts actuelles, s'entremêlant de la xénocratie d'argent, qu'il n'a plus à mes yeux une réelle valeur. D'ailleurs, à celle d'Ernest Pardo non plus, je le subodore fortement. Alors quand cette ingérence descend dans le juridique, pour pervertir le judiciaire et in fine la justice, oui, entre parenthèses, évidemment, que peut-on bien en attendre? Quand ce triptyque infernal de caste financière, de politique et de gens judiciaires s'entremêle, vos droits n'ont presque plus aucune valeur, si bien que si vous touchez la corde sensible, votre réduction au silence ne tardera pas à pointer le bout de son nez. En somme, la République bananière porte bien son nom. Découvrons très succinctement un bout du livre de la supercherie judiciaire d'Ernest Pardo, que j'ai résumé pour vous en 2 temps. Un petit résumé si le temps vous manque, et un plus long si vous avez quelques minutes à tuer. En espérant qu'il vous apporte de quoi alimenter vos discussions, avec des arguments solides je l'espère. Le sujet du jour, l'expérience de Milgram au service de la xénocratie d'argent. Bienvenue sur la chaîne Mes Lectures. Si vous ne connaissez pas mon travail, je suis un lecteur passionné d'œuvres hétéroclites, et depuis plus d'1 année, je fais un bout de chemin sur YouTube pour vous fournir des résumés synthèses de ces dernières. Voici en quelques images ce que j'ai déjà produit. Nous apprenons donc dans l'ancienne vidéo que pour Pardo, la Constitution se rapproche plus du slogan du Canada Dry, ou encore qu'un avocat apprendra de la cour que le verdict de son affaire était déjà rendu, et bien d'autres vidéos encore que je vous laisserai consulter sur ma chaîne. Place à la vidéo du jour avec les résumés synthèses en 6 points. Si toi aussi tu ne souhaites pas perdre plus de ton temps à regarder le contenu en entier, car tu sais, tu as une vie de famille, que tu as l'emploi du temps d'un ministre, voilà ce qu'il ne faut pas louper de la vie. Pour reprendre la sémantique de l'auteur sur les verrous et les barrières, les verrous, prête-nom de méthode de neutralisation, s'acharnent sur le sinistré, tandis que les barrières protègent les hommes au pouvoir. Les deux s'appliquent autant à l'extérieur de l'agent judiciaire qu'à l'intérieur de cette dernière. Il faut se sauvegarder de son propre cheptel aussi. Pour l'agent judiciaire, cela fonctionne avec un ordre, qui chapeaute cette dernière. Ainsi, cette jante se protège du monde extérieur. D'ailleurs, il y a un décret vieux de 1810 rétablissant l'ordre des avocats sous tutelle qui fut vertement lapidé par un dénommé Dupin, disant qu'il ne laisse aucune prise ni action contre eux. Les sinistrés de la justice fournissent quant à eux la substance nourricière. Ils seront neutralisés par 5 handicaps fondamentaux: l'avoir, le pouvoir, le savoir, le temps et le musellement. L'expérience de Milgram est visible dans leur ordre en une croyance absurde en l'autorité, qui est le pire ennemi du cap vers la vérité. En somme, l'habitude instaurée forme la servitude routinière. Dans cette continuité, l'importance d'évangéliser par la libération d'une certaine information permet d'instaurer la défaite dans le cœur des mystificateurs. Au moins pour un temps. Le musellement des commis du système est assuré par les hommes au pouvoir en classifiant les informations sous différents sceaux comme confidentiel secret, secret défense et confidentiel secret défense. En cela, l'affaire du Watergate français expose le pillage en règle de l'administration des télécoms par un réseau mafieux, ou de la mort de Loïc Leribolt face à Big Pharma. Pour le sinistré de la justice, qui est d'abord injusticiable comme vous et moi, l'intouchabilité dont fait preuve l'agent judiciaire s'abattra sur lui, ne lui permettant pas d'atteindre l'auteur de la dite intouchabilité. C'est QFD. Pour dénoncer un système qui s'entretient en caste et qui organise la dénonciation possible, c'est une voie de garage. Ils se soutiendront. D'ailleurs, concernant la dénonciation des fautes de la magistrature, seulement 0,3% de ces derniers sont sanctionnés. Dans l'arène judiciaire, vous devez comprendre un langage qui n'est pas celui de votre quotidien. D'ailleurs, l'avocat et d'autres servent donc de traducteurs. Ils complexifient pour mystifier. Dans la suite de cette mystification,
Les 15 000 nouveaux textes par an, annexes, directives et circulaires n'arrangent rien pour le sinistré. D'ailleurs, Tacite disait que plus l'État était corrompu, plus les lois sont nombreuses. Toujours d'actualité, mon cher. Les commis du système ne sont pas en reste. Ainsi, Bernard Hippert, pour un regard, se verra être interné par un magistrat. Ou encore Joseph Schipility, où les juridictions lui faisaient perdre tous ses procès, même les plus imperdables. Dans l'exploration de la justice et de ses affres, la loyauté d'un magistrat envers celui qui l'a choisi est réputée sans faille, au-delà même de leur serment. Il en est de même pour les avocats, où ils ne sont jamais enjoints à défendre la liberté, sous conditionnement. Il, l'avocat, va vous la faire affaire à la Pasqua, avec une affaire dans l'affaire. Petit point historique avec un certain Nicolas de Troyes, qui, revenant d'un pèlerinage de Compostelle, se confesse disant qu'il avait fait plus de bons procès mauvais dans un objectif d'enrichissement uniquement, sans même dénombrer le nombre de tiers qu'il avait mis sur le carreau. Toujours sur fond d'irresponsabilité, nous dira l'auteur, les experts judiciaires ne sont pas en reste et suivent le même schéma que leurs collègues. Ils prononcent même un serment, jurant de faire un rapport et de donner son avis en honneur et conscience. Mais Nicolas Blot dit que cela fait bien sur une carte de visite d'être expert judiciaire. Et cerise sur le gâteau, aucune formation n'est requise. Oui, vous avez bien entendu. Cela permet aux juges magistrats de se réfugier derrière un avis technique. Et beaucoup de grands dossiers se fondent sur l'expertise. Collusion, bonjour. Pour terminer sur les experts judiciaires, sachez que, en public, ils se traitent d'incompétents, généralement. Et en interne, conclut Dominique Inchospé, ils abonderont vers ceux qui paient. La prévention des menaces est une des méthodes judiciaires, exploitant le sinistré qui a déplu aux mafias attenantes à cette transversalité, c'est-à-dire xénocratie d'argent, politique, jante judiciaire. Cette même jante va contraindre le sinistré à rediriger ses ressources personnelles, autant physiologiques, physiques qu'économiques pour sa défense. La juridistique et la judiciaristique vont transformer ces droits concrets en droits théoriques. En cela, on pousse le sinistré à la faute pour juste avoir le droit de survivre. Manœuvre dilatoire, bonjour. D'ailleurs, en parlant de manœuvre dilatoire, de l'épuisement du sinistré, 57% des Français estiment avoir été mal renseignés d'après un sondage Sofres. Bon, c'est à voir ce que valent les sondages, évidemment. Le non-savoir du sinistré est une aubaine quand on vous pousse à jouer le jeu du légal dans une société des contrats. L'abbé Sieyès disait « La légitimité vient d'en bas, mais le pouvoir vient d'en haut. » Ceci, il l'a dit dans un certain contexte, à propos du veto royal durant une séance du 7 septembre 1789. L'auteur par le texte précité, désire nous présenter qu'un pouvoir sans légitimité va mettre de facto le sinistré, avec sa délégation d'autorité, car il redirige son temps vers d'autres occupations dans un rapport de force où il se fait duper. Le caractère de confiance s'envolant alors aux quatre vents. Si vous tenez tête trop fortement, avec beaucoup de ferveur et à une institution inique, sapant sur le rôle d'un État protecteur de son peuple, vous terminerez comme un certain Christian Pousset, qui fut assassiné le 29 janvier 2001. Paix à son âme. Je vous laisserai d'ailleurs regarder qui il était. Sachez aussi qu'attaquer l'agent judiciaire par l'aide de l'agent judiciaire résulte de l'absurde, et ne marchera pas. Le livre « Seule la vérité blesse » d'André Giresse n'en est pas avare d'exemples. Dans la suite de l'expérience de Milgram comme fil conducteur, les huissiers et les greffiers peuvent produire de faux rapports authentiques. Oxymore complet. L'impunité de la justice entre guillemets n'en sépare, et l'organisation de sa lenteur, épuisement, manœuvre dilatoire, etc. Pour terminer le petit résumé, sachez qu'il exista en France une ancienne loi 94 du 27 Ventose de l'an 8, selon laquelle un homme pouvait défendre sa personne juridique sans avocat. Remplacé maintenant par l'article 33 de loi 2011-94 du 25 janvier 2011. Pour le récapitulatif des mots-clés, nous avons les verrous représentent un prête-nom, servant à neutraliser le sinistré. Le musellement des commis du système est assuré par les hommes au pouvoir. L'intouchabilité de l'agent judiciaire s'abattra sur le justiciable ciblé par la mafia.
La loyauté d'un magistrat envers son sélectionneur est réputée sans faille. La prévention des menaces est une des méthodes judiciaires. Tenir tête à un état frelaté vous conduira comme Christian Pousset, c'est-à-dire à la mort. L'expérience de Milgram au service de la xénocratie. L'épisode qui débute ici se tourne vers les verrous et les barrières, qui s'organisent in fine sur une image de perfectionnement, un peu comme le revêtement neuf d'un mur qui tomberait en décrépitude. Les verrous neutralisant le sinistré, les barrières protégeant les hommes au pouvoir utilisant des mesures de rétorsion pour dissuader. Elles s'appliquent à l'égard de 3 intervenants qui représentent un risque de dénonciation qui sont les commis du système qu'il faut neutraliser, les collaborateurs externes au système qui contribuent à sa pérennisation, les victimes qui nourrissent de leurs cadavres, les 2 intervenants précités, et les hommes de pouvoir. Le système se prémunit donc des menaces d'agression interne du premier intervenant, des agressions périphériques du 2e intervenant et des agressions externes du dernier. Les verrous seront utilisés pour que les commis en divulguent le moins possible, en diluant leurs responsabilités individuelles, pléonasme, tandis que des barrières institutionnelles les rendront inaccessibles à toute agression, les bunkerisant dans l'irresponsabilité. Cela fonctionne avec un ordre, au sens d'une institution centralisée qui chapeaute. En les réduisant au silence, la contrepartie de leur soumission leur assurera le monopole de la défense, source de profit. Les baveux ne sont pas tous ainsi. Par contre, il faut dénoncer ce système. Un décret vieux de 1810, rétablissant l'ordre des avocats sous tutelle, est vertement lapidé par un certain Dupin. Il dit qu'il ne laisse aucune prise ni action contre eux, souhaitant leur couper la langue si leur subversion va à l'encontre du gouvernement. On pourrait peut-être relier ça au livre de Mukieli, pour comprendre le rôle d'un État fort face à la xéocratie. Les sinistrés, fournissant la substance nourricière, seront neutralisés par le biais de 5 handicaps fondamentaux. L'avoir, le savoir, le pouvoir, le temps et le musellement. Arguant au sens de conclure, l'expérience de Milgram démontrant, face à une légitimité imposée, comment la soumission peut advenir pour les commis du système. L'expérience étant basée sur la croyance du sujet en quelque chose, répliquant avec une phrase d'Einstein sur la croyance absurde dans l'autorité, qui est le pire ennemi de la vérité. L'habitude instaurée forme la servitude routinière. Pour sauter du cheval à l'âne, donc pas très loin, vous en conviendrez, le monde du salariat avec ses syndicats n'est pas en reste. De là va naître les coordinations, pour toujours verrouiller et rendre difficile la parole pour le sinistré. L'accès à l'information est toujours une défaite pour les mystificateurs. Avançons un peu plus loin dans l'œuvre si vous le voulez bien. Et restons sur les verrous à l'égard des commis du système qu'il faut maintenir pour éviter toute émancipation. Les hommes au pouvoir s'assurent du musellement des commis en classifiant les informations sous différents sceaux, confidentiels puis secrets qui donnent 3 subdivisions, que vous devez connaître, je subodore, puisque récemment avec l'affaire de la cathédrale Notre-Dame, je crois qu'il y a quelque chose qui a été classé, peut-être dans ces 3 subdivisions que je vais vous raconter. Celle de confidentiel secret, celle de secret défense et celle de confidentiel secret défense. De là, pour prendre un exemple, c'est ici que le secret fiscal couvrira ses fraudes, que le secret de la correspondance entre avocats éludera ou travestira la réalité, que le secret bancaire servira à la commission d'infraction, etc., jusqu'au secret industriel, ainsi que des marchés publics, et plus encore. Égard à ceux qui ouvriraient un peu trop leur bouche sur ces sujets. Le livre Watergate français expose le pillage en règle de l'administration des télécommunications par un réseau mafieux, ou encore de la mort de Loïc Le Ribolt, le 12 juin 2007 face à l'industrie pharmaceutique, qui a d'abord dû s'exiler. Alors pas l'industrie, Loïc Le Ribolt. Toutes ces coïncidences n'en sont évidemment pas, et la liste n'est point exhaustive. Montant des aides faits par l'État en 2016 aux journaux. Donc là je vous ai mis une petite image que vous pourrez voir, et qui est présente dans le livre. L'intouchabilité, grand mot qui frappe les sinistrés quand ils sont face à l'agent judiciaire, mais plus particulièrement aux commis, qui en font partie, et qui se drapent dans l'irresponsabilité. Pour lui, l'auteur, pour le sinistré,
il sera quasiment impossible d'atteindre l'auteur qui lui porte préjudice. Car pour dénoncer en justice les infractions des commis, il faut dénoncer le système qui les a placés ici. La hiérarchie va donc les couvrir. Le serpent se mord la queue. La suite démontre l'irresponsabilité de la magistrature que je vous laisserai découvrir. Pour aller plus loin, sachez que le nombre de sanctions prises à l'encontre de la magistrature lorsqu'elle faute est de, je cite, 0,03%. C'est même pas 0,3, c'est 0,03. Les hommes de pouvoir désignent les hommes au pouvoir, qui à leur tour désignent les tenants de la junte judiciaire qui par corollaire vont demander à des commis externes ou internes de faire appliquer des textes de loi. Dans un État fort qui prend soin de son peuple, cela n'arrive pas ou peu. Plus loin, Ernest Pardo décrit le système judiciaire comme un Thémis-cube, comportant une branche administrative et judiciaire ainsi qu'une pléthore de codes, de lois et de procédures. Pour parler le langage juridique, qui ne ressemble pas à du français, on doit s'accommoder d'un traducteur. Et vous connaissez tous du subodore les titres de ces traducteurs. Ajouter de la difficulté à la démarche d'un sinistré pour faire croire à la justice par l'injustice permet, en longueur, de faire traîner sur des années parfois, et à fond perdu, l'affaire de ce dernier qui finira aux oubliettes. Il y a d'ailleurs, dit l'auteur, 15 000 nouveaux textes par an, des annexes, des directives et des circulaires. Tacite disait d'ailleurs, plus l'État est corrompu, plus les lois sont nombreuses. Concernant les corps intermédiaires, l'auteur explicite même que leurs manquements peuvent être punis par leur sentence ultime après l'avoir asphyxié économiquement et socialement. La mort, rien que ça. Souvenez-vous de feu Stéphane Blett, technique similaire. Je pense. Les commis du système sont, eux aussi, quand l'acquis de conscience surgit, soumis aux turpitudes d'un système dans lequel ils ont cru. C'est ainsi que pour un regard qui a déplu un juge, un avocat, Bernard Rippert, sera d'office interné. Dans un style similaire, où la sentence est tombée, nous avons l'avocat Joseph Cipillitti, où les juridictions lui faisaient perdre tous les procès, même les plus imperdables. Là, évidemment, moi quand j'ai lu ça, je me suis dit que rien que cette phrase, elle pouvait faire comprendre à quel point ce système fonctionne de manière à ce que, en fait, on soit toujours sur des calques sociaux similaires historiquement, c'est-à-dire que le fort profite du faible avec des phases où de temps en temps, un coup de com' est effectué pour un membre de la junte. Lorsque vous observerez une charge médiatique à son bénéfice, vous comprendrez maintenant que cela ravit la partie la plus subversive de l'État. Alors évidemment, quand je me suis fait cette réflexion, je n'oubliais pas les exclus et ceux qui tombaient de haut par croyance ou idéologisation. Pour continuer, pour cet avocat, l'objectif était de lui coller à lui et à son cabinet l'étiquette de l'incompétence absolue en vue d'une mort économique, puis sociale, jusqu'à la saisine d'office, puis à sa mise sous tutelle en tant que personne morale. Un concept, personnellement, juridique qui est une sorte d'oxymore pour la coutume. Pour un magistrat sans compromission, autre que celle du serment, la loyauté envers celui qui l'a choisi est réputée sans faille. C'est en cela que lui, le magistrat, commis des hommes au pouvoir, prête un serment que voici. Je vous mets là directement sous image. Et en cela, il en est de même pour les avocats. Ils ne sont jamais enjoints à défendre la liberté. Il y a par contre eu un autre serment que je vous laisse lire ici. L'art subtil d'un avocat sous conditionnement est donc de faire entrer par un jeu subtil, désolé pour la répétition, une affaire dans une affaire, puis une affaire dans une affaire à la méthode Pasqua, jusqu'à ce que plus personne n'y comprenne rien. La subtilité de cet art est aussi racontée par l'entremise de l'auteur, par Nicolas de Troyes, qui revenant d'un pèlerinage de Compostelle se confesse avec comme conclusion qu'il avait plus fait de bons procès mauvais dans un objectif d'enrichissement uniquement, et sans même pouvoir dénombrer, tant il a mis de gens sur le carreau. Sans même pouvoir les dénombrer, pardon. Concernant les médias, en restant dans la sémantique chère à l'auteur, la supercherie cognitive, une citation suédoise, devrait faire l'affaire pour ce premier paragraphe. Je cite « Une main pleine d'argent vaut mieux que 2 mains pleines de vérité ». Pour le reste de ce grand passage sur les médias, je vous laisserai le découvrir dans l'œuvre. Passons maintenant à la supercherie à dire d'expert. Supercherie dans la continuité de l'œuvre qui nous fait rester dans le giron des corps intermédiaires de la junte judiciaire. Il y a peut-être là un pléonasme, bon. Pour en parler, l'auteur utilise l'angle d'un journaliste du Monde qui se fonde sur plusieurs rapports et missions sénatoriales. La caractéristique d'un expert judiciaire est la même en termes de motivation, en tout cas pour les plus compromis conditionnés.
que celle des autres de la junte judiciaire, toujours sur un fond d'irresponsabilité, dit l'auteur. Si vous ne le saviez pas, sachez qu'il prononce aussi un serment jurant de faire un rapport et de donner son avis en honneur et conscience. Nicolas Blott, de l'Union syndicale des magistrats, dit que cela fait bien sur une carte de visite d'être expert judiciaire. De plus, aucune formation n'est nécessaire pour devenir expert auprès de la Cour. Les magistrats font d'ailleurs d'abusifs recours aux experts, alors que ces derniers ne sont que suffisamment peu contrôlés, permettant aux juges de se réfugier derrière un avis technique. Les plus grands dossiers d'instruction se fondent en grande partie sur leurs conclusions, conclut à son tour le journaliste. En tout état de cause, un expert mandaté par la justice républicaine, dit Dominique Inchospé, avocat pénaliste, conclura dans le sens de celui qui le paie, jusqu'à se traiter entre eux en public d'incompétents. Souvenez-vous, hein, je crois que c'est Napoléon qui disait ça, que la main qui donne était toujours au-dessus de la main qui reçoit. Vous l'aurez donc compris, ça fonctionne aussi pour les labos mandatés et sous tutelle de l'État. Les avocats ont aussi le droit de demander depuis la loi du 15 juin 2000 des actes d'instruction ainsi que des contre-expertises. Ceci dit, c'est bien le juge qui en décide en dernier recours. Donc, évidemment, si le juge est compromis conditionné, il n'en fera rien. Ou alors, il usera de manœuvres dilatoires. La prévention de toute menace est l'un des outils ou armes de ce corpus judiciaire. En exploitant le sinistré par l'épuisement dans toutes ses formes, cette junte utilise donc, comme on pourrait le voir, la pyramide de Maslow, sous une forme de matrice. Enfin, c'est une matrice. Vous l'aurez donc compris, par l'entremise d'une matrice que je vous laisserai chercher sur internet, pyramide de Maslow, je pense que vous connaissez tous ici à mon avis, cette junte judiciaire va contraindre le sinistré à rediriger ses ressources économiques, matérielles, de temps, mentales, à sa seule défense personnelle. Ainsi, le concept mis en avant par l'auteur, juridistique et judiciaristique, vous transformer les droits concrets du sinistré en droits théoriques. Et dans notre système, le droit s'applique concrètement quand on a les moyens de notre subsistance. En somme, les grosses sociétés, les fortunés, etc. Si c'est une justice business, on sait à qui elle parle. On sait qui elle sublime. L'un des effets de l'épuisement des ressources par la junte judiciaire, compromise conditionnée, est la collusion du sinistré, une fois sa précarité pointant le bout de son nez, avec la voyoucratie conventionnelle. De plus, j'ajouterais que cela pousse évidemment l'individu à être plus prompt à commettre des vols, à ne pas payer ses factures. C'est une lente destruction de ce dernier. On repousse dans ses retranchements, quoi. Donc bon, vous savez, une bête dans une cage qu'on n'arrête pas de piquer avec des bâtons électriques, au bout d'un moment, finit par mordre. Hein. C'est un peu la même chose. Bref. La République laïque antichrétienne et anticatholique est une dictamole pour son peuple. Toujours dans la continuité de l'épuisement du sinistré, 57% des Français estiment, d'après un sondage du Sénat, avoir été mal renseignés. 58% font la critique de l'accès à l'information, et ce sondage fut effectué en avril 1991 par la Sofres. Le non-savoir du sinistré est évidemment une aubaine pour quiconque joue le jeu du droit légal, puisqu'il sera confronté à la junte, bien souvent à un avocat, qui fait lui-même partie intégrante de la maison sous le chapeautage d'un ordre. L'abbé Sieyès disait « La légitimité vient d'en bas, mais le pouvoir vient d'en haut », suivi d'une longue tirade entre un État démocratique et représentatif, où, selon lui, l'un ne saurait être dans l'autre et vice-versa. Tout ceci est tiré du questionnement à propos du veto royal durant une séance du 7 septembre 1789. Par l'entremise de ce texte cité, l'auteur souhaite ici nous démontrer qu'un pouvoir sans légitimité mettra de facto le sinistré dans une position où, si je devais penser à la suite, sa délégation d'autorité ne fait ici pas force, puisque une junte judiciaire en caste chapeaute chaque étape de son parcours judiciaire. Dans un État fort, qui respecte ses plus faibles, c'est-à-dire un bon père de famille, la légitimité du peuple qui délègue son autorité pour être protégé est normalement respectée. Je pense que tout le monde serait d'accord avec ça. C'est comme si, par exemple, je sais pas, vous avez besoin d'un photographe pour faire quelque chose et qu'il était complètement en train de vous duper. En fait, au lieu de vous prendre vous en photo, il se prend lui-même en photo, par exemple. Bon, voilà, c'est un des exemples. Plus loin, l'auteur parle de loi d'airain de l'oligarchie, en désignant les conservateurs d'une sociologie représentée par différents noms tels que Mosca, Pareto ou encore Michels. Tout comme les syndicats, qui éteignent leur voix face à la xénocratie d'argent, qui évidemment n'a aucun intérêt autre que pécuniaire, enfin en tout cas,
de posture et de façade, ils vous parleront pas de pécunier, c'est en interne que ça se passe comme ça. L'agent judiciaire, maintenu par l'accord de désordre, n'ira pas non plus loin. Quoique des loups blancs peuvent sortir du rang de temps en temps. Ensuite, l'auteur nous explique que chaque action entreprise se termine inévitablement par l'assassinat du leader qui aurait entrepris de tenir tête à cette institution. C'est en cela que Christian Pousset, qui avait réussi à réunir 300 000 personnes, fut assassiné le 29 janvier 2001. Bon. Là, en fait, il est assez important que chacun, quand il a entendu ça, qui écoute ou qui survole ce contenu, soit quelque part son propre leader, qu'il subvienne de manière la plus autonome possible à ses besoins élémentaires. Et si une alliance avec, par exemple, vos voisins, c'est-à-dire le réel le plus proche, est envisageable, il faut essayer de la construire dans le temps, avec comme idée qu'une France du meilleur du pire, prendre ce qu'il y avait de meilleur en France dans le pire, évidemment. Là, pour le coup, j'avais fait pas mal de contenu sur l'histoire de France, basé sur Jacques Bainville. Meilleur puisse voir le jour et libérer des castes chapeautées par une xénocratie d'argent. Évidemment, ce serait un peu une espèce de nettoyage, on va dire, du marais, si je peux dire ça, pour reprendre un peu les termes qui avaient été utilisés aux États-Unis. Pour contrer un système qui se base sur des échanges économiques arrangés, la meilleure alternative réside peut-être dans un échange de bons procédés, et dans un objectif commun qui doit être rappelé à l'ordre le plus souvent possible, en utilisant des techniques peut-être de contre-espionnage au possible. Ce qui manque à notre belle France, c'est bien des paires de fouilles, comme disait Feu Le Pen. Bon, revenons au livre. Si vous souhaitez attaquer de fond le système, sachez que s'en prendre au corps intermédiaire par l'entremise d'un avocat ne marchera que de façade, car il se défendra lui-même avec un autre avocat. On tourne donc en rond dans un cercle invertueux, mais vertueux pour eux. Et les exemples ne manquent pas, l'auteur n'est pas avare de ces derniers. Le cas de Jacques Isorni est rapporté par André Giresse, évidemment par l'entremise de son livre « Seule la vérité blesse », dont quelques passages sont présents, mais que je vous laisserai consulter dans le livre de Pardo. Et il en est de même pour les huissiers ou encore de nos fameux experts, dont les rapports ne sont pas considérés comme des actes authentiques, afin de les soustraire aux procédures d'inscription de faux en écriture authentique. Ça fait mal au crâne. De plus, les greffiers aussi peuvent falsifier des écrits. Donc bon, si vous avez affaire à la justice, entre guillemets, ayez conscience que la loi ne vous permettra pas, mais tentez au moins, demandez toujours à filmer ou à enregistrer de manière conditionnelle. Exemple, j'accepte sous condition de... Ça peut peut-être fonctionner. À mon avis, ça fonctionnera pas, mais au moins vous avez tenté, quoi. Parce que si vous pouvez pas récupérer vous-même les preuves de ce dont on vous accuse, mais qu'on vous dit, vous inquiétez pas, ce sera écrit quelque part, est-ce que vous pouvez avoir confiance en cette institution, alors qu'il y a des mafias derrière qui chapotent et qui veillent au grain, pour pas justement que vous puissiez vous en sortir. Et les montants symboliques versés après tant d'années de manœuvres dilatoires ne sont que symboliques. Le temps peut être la plus précieuse des ressources, quoique l'on peut questionner sa relative existence en dehors d'une mise en fonction dans une société humaine. En donnant du temps au temps, on organise le dépérissement des droits, la mort des témoins, la disparition des preuves, etc. Vous l'aurez donc compris, encore selon un sondage du Sénat, 96% des Français dénoncent les lenteurs de la procédure et 58% souhaitent voir accélérer le traitement des affaires judiciaires. Un gage de l'impunité de la justice, sa lenteur. En termes de ressources, là je pense que j'apprends rien à personne. En termes de ressources allouées à la justice, la France en Europe est 37e sur 43e, se plaçant derrière l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Putain la vache, c'est pas beau à voir. Mais je vous laisserai évidemment consulter le livre de Pardo pour en savoir plus. En bref, la ressource temps est peut-être celle qui fera le plus défaut aux sinistrés. Il est donc plus que temps que de tendre vers l'autonomie sous toutes ses formes. Et oui. Concernant le musellement du pouvoir de Xénocrate sur celui de la légitimité, sachez qu'il existait une loi qui fut révoquée, celle par laquelle l'homme pouvait défendre sa personne juridique sans avocat. Il s'agit d'une ancienne loi 94 du 27 Ventose de l'an 8, remplacée par l'article 33 de loi 2011-94 du 25 janvier 2011. Bon, je vous fais pas de dessin quant au pourquoi de son abrogation, mais sachez qu'être dans leur jeu, c'est déjà être perdant. Il est plus aisé pour une jonque judiciaire chapeautée par un ordre, puis par une caste, d'avoir affaire à un membre de la secte, puisque ce dernier ne posera que peu de problèmes. Et même si devant certaines juridictions, l'ingénu peut se défendre seul, dit l'auteur, cela ne restera qu'illusion. En bref, bonnes gens, dormez bien,
Vos intérêts sont les leurs tant qu'il y a matière à déplumer. Ou réveillez-vous et organisez-vous en secret, pas au sens maçonnique, mais sur la base des meilleurs réseaux de résistance qui ont pu exister. Cette vidéo étant maintenant terminée, j'espère qu'elle a pu vous apporter des éléments de connaissance et qu'elle vous permettra d'avoir plus d'arguments si vous aussi, vous êtes des chercheurs de vérité. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout, si ça a été le cas. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la fumée de cigarette sans cigarette. La cause produit toujours un effet, et un effet sans cause est une supercherie. Peu importe l'heure à laquelle vous m'écouterez, je vous souhaite une excellente journée, soirée, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Mes Lectures.